chers amis, de la question du féminin. Puissent ces quelques mots maintenir le reste de votre attention. Avant toute chose, je me dois de vous indiquer que pour ce colloque, je ne m'étais pas proposé pour prendre la parole. C'est une invitation que j'ai reçue avec l'argument suivant. Il serait bienvenu que des hommes puissent parler du féminin aussi. Donc, lorsqu'il m'a été proposé de conclure cette journée, j'ai d'abord été traversé par un malaise. Mais puisqu'il m'a été enseigné par la psychanalyse, celle des psychanalysants que je reçois et la mienne, et que tout malaise en tant que symptôme recouvre un fragment de vérité subjective, j'ai choisi de ne pas me dérober et d'aller à la rencontre de ce malaise en moi-même, pour apprendre. J'ai donc dit oui, en même temps qu'au sentiment d'être pas tout à fait à l'aise. Est-ce un oui féminin? Si oui, j'en suis fort aise. Sans que je ne me rende compte avant de poser ces mots sur le papier, m'engager à conclure cette journée a été, dans ma propre psychanalyse, une occasion de réouvrir d'une façon nouvelle la question du féminin. Bien loin de moi donc l'envie de clore cette question. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir généreusement convié à mon inconfort. Et le prénom de celle qui m'a formulé cette demande m'a parlé. Cesse-il. J'ai pris au sérieux cette résonance dans le creux de mon oreille, comme une invitation à m'ouvrir à moi-même la possibilité de prendre la parole au sujet du féminin, ailleurs que dans l'intimité du divan. Mon angoisse première s'est articulée de la façon suivante. Ai-je de quoi dire au sujet du féminin? Serait-ce là une marque de la tendance masculine à vouloir, selon la formule d'Edith Bernheim, faire barrage à ce qui, du féminin, fait horreur, en forme de manque? Rappelons-le une dernière fois aujourd'hui, le féminin désigne une position subjective par rapport au manque inhérent à l'être humain, donc indépendamment de son sexe biologique. Il est apparu aujourd'hui que c'est précisément dans le fait de ne pas avoir, sinon rien, n'est-ce pas Jeanne Chaillet, que s'origine la possibilité de dire, de désirer, de construire, pas tout, bien entendu. Et pourtant, le moi aliéné par structure se débat pour ne pas assumer le manque, le dissimuler, et croire pouvoir faire l'économie de la perte symbolique. Pour cela, nous l'avons vu, il est prêt à bricoler des formations imaginaires. Symptômes, fantasmes, délires, hallucinations. Pour faire écho aux propos de Jeanne Chaillet, disons que le moi habille, travestit le manque pour mieux le voiler. Nazik Fogeras nous a montré comment le sentiment d'injustice, ici lié au sexe, nourrit la rage intramoïque. Cette haine au nom de l'autre méchant pousse le moi à s'épuiser dans une quête revendicative, imaginaire et infinie, puisque non castrée, celle d'être comblé, réparé, vengé. Le fantasme de castration, c'est-à-dire que l'autre possède là-bas ce quelque chose, le phallus imaginaire, qui manque ici, permet d'éviter de reconnaître l'existence symbolique du manque. Le moi préfère imaginer que ce manque est l'œuvre d'un autre non manquant pour exiger que réparation soit donnée et ainsi pouvoir jouir de tout. Ne rien perdre. Et l'être, lorsqu'il reste aligné avec son moi, paye avec sa souffrance. Mais ce n'est pas une fatalité. À ce sujet, j'ai noté une formule du docteur Warda Ferlico qui m'a marqué. Une position féminine est, sinon garante de stabilité, de plasticité psychique. Voilà qui ouvre la possibilité d'un avenir, non pas radieux, mais joyeux. La construction d'une position féminine suppose un dégonflement du moi qui se veut tout-puissant, pour que s'opère le renoncement au fait de rester attaché, accroché, agrippé à son instrument imaginaire. Ceci désencombre, voire désobstrue ainsi la voie d'une construction subjective apaisée. L'exposé de Sabrina Berdedouche offre à penser que le féminin ne peut advenir qu'à condition de bien vouloir se défaire de tout maître imaginaire. Il n'y a de place pour la domination d'aucun maître dans le féminin. Ni moi maître, ni signifiant maître, ni autre maître. En effet, comme l'a laissé entendre le docteur Marine Bontemps, le moi peut jouir de son aliénation au désir d'un autre total, tout puissant, non barré. Laisser cet autre faire la loi imaginaire permet à l'être, caché derrière son moi aliéné, de ne pas s'occuper de construire sa propre loi subjective, celle de son propre désir. Ce que le docteur Bontemps nomme traitement de la jouissance de l'autre, si j'ai bien suivi, parce que j'ai eu à m'accrocher, traitement de la jouissance de l'autre, donc vise à faire chuter la puissance de cet autre total non barré pour s'en séparer, par le recours au signifiant emprunté au grand autre barré, c'est-à-dire manquant.
Merci à Edith de Amorim d'avoir évoqué 2 psychanalysants au masculin. Il y en a au moins un, pour reprendre l'expression lacanienne, ou 2 qui ne sont pas moins engagés dans la construction d'une position féminine. Vous avez souligné ce qui a traversé les différentes interventions. Apporter le manque symbolique, le féminin est souvent redouté par le moi. Effectivement, du point de vue imaginaire, le féminin, je cite Madame de Amorim, n'est pas enviable. À la différence de la féminité, qui est prise dans le regard de l'autre, le féminin ne brille pas de mille feux. Néanmoins, il permet d'exister sans croyance ni souffrance. Ceci est conforme à ce que nous enseigne l'inconscient, de ne réussir jamais mieux qu'à manquer. Ça, c'est Jacques Lacan. Le manque structurel de l'être humain est insupportable au moi qui veut être complet. Maître, ne rien manquer. En tant que cet insupportable du manque peut faire souffrir en faisant symptôme, la souffrance humaine peut être entendue comme difficulté des femmes et des hommes à occuper une position féminine. Si l'être humain a beaucoup à perdre, à vouloir tout gagner, il a à construire en acceptant de perdre. Cette joyeuse possibilité de faire avec la perte est offerte par la psychanalyse, elle qui reconnaît et respecte la valeur du manque. Au RPH, la formation, incluant notamment la psychanalyse personnelle, les supervisions et les réunions cliniques, assure un dérangement continu au moi du clinicien. Ceci afin d'éviter que le moi ne gonfle et ne prenne place dans l'opération psychanalytique. De barrer la possibilité qu'il occupe confortablement une position érectile de maître. Nous avons entendu ce matin le docteur Fernando de Amorim indiquer que la psychanalyse est féminine. De son côté, Jean-Baptiste Le Gouy a avancé que le féminin est l'avenir de l'être humain. Nous pourrions ainsi dire que la formation psychanalytique du RPH invite à la construction d'une position clinique féminine. Cette construction apparaît nécessaire pour accueillir les êtres en psychothérapie et en psychanalyse, pour écouter véritablement les signifiants associés librement, mais également pour pouvoir conduire les cures avec précision, de façon fine et non bourrine. Je n'en dis pas davantage, le prochain colloque du RPH s'intitule justement « La formation du psychanalyste, comment faire école ?» et l'heureuse nouvelle est que vous y êtes psychanalytiquement conviés. Je vous remercie.